De retour dans l'Africa Newsroom, notre éditorialiste Samuel Gabok vient de nous rejoindre. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et Jean-Marie Bitomo est toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au Congo, l'élection présidentielle aura lieu le 20 mars. Les partis de l'opposition qui se sont regroupés au sein du FROCAD, le Front des Républicains pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, principale plateforme de l'opposition, avaient comme objectif de lutter contre la tenue du référendum et de conjuguer les efforts pour une alternance démocratique. Et pourtant, aucune entente autour d'une candidature unique. Un atout de taille pour le candidat du parti au pouvoir, le président Denis Sassou Nguesso. C'est un reportage préparé par notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Le message du 22 septembre 2015 du président congolais Denis Sassou Nguesso à la nation, annonçant sa volonté de soumettre au référendum une nouvelle constitution, a mobilisé l'opposition dans des plateformes en vue de lutter contre le changement de la loi fondamentale du pays. La volonté du chef de l'État a été considérée par l'opposition comme un acte de coup d'État constitutionnel. Pour faire face à cette initiative, les partis d'opposition se sont regroupés au sein des Fronts républicains pour le respect d'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD. Malgré la campagne contre la nouvelle constitution, les résultats étaient un échec pour l'opposition car le 25 octobre, les Congolais ont voté pour la nouvelle constitution qui permettra au président Denis Sassou Nguesso de se représenter pour un nouveau mandat. Après la victoire du oui au référendum du 25 octobre, l'opposition a encore été prise de court par l'annonce du chef de l'État d'avancer les élections législatives et présidentielles au 20 mars 2016 alors qu'elles étaient prévues en août. Cette annonce a davantage fissuré l'opposition, créant plusieurs camps. Celui de ceux qui disent non aux élections, celui de ceux qui y vont sans condition et ceux qui, bien entendu, posent des préalables. Nous irons à l'élection présidentielle à condition que, première condition, que la Commission nationale indépendante soit réellement indépendante et que l'indépendance soit reconnue et acceptée par tous. Ce n'est pas tout de l'annoncer. 2, que le corps électoral soit fiable. Et nous avons même suggéré qu'il y ait un audit du fichier électoral, comme cela se fait ailleurs, vous le savez. Troisièmement, on peut faire les cartes biométriques. Alors on n'allait pas nous dire, il n'y a plus le temps, il n'y a pas d'argent. On a et le temps et l'argent pour faire les cartes d'électeurs biométriques. Et enfin, il faut sécuriser les électeurs. La multiplicité des candidatures de l'opposition atteste jusque-là le manque de consensus autour d'une seule candidature. Malgré cette tendance, l'on constate encore une réelle volonté de mobilisation visant à soutenir les activités de l'un ou l'autre candidat. À la présentation des candidatures de ceux qui se sont déjà engagés dans la course, la mobilisation des autres partis est remarquable. À l'annonce de la tenue de l'élection présidentielle de mars 2016, nous avions exprimé notre position sur les choix stratégiques des forces de l'opposition quant à ce scrutin. Nous avions par ma voix proposé que l'opposition se rassemblât autour d'une seule candidature. C'était pour nous le moyen le plus sûr de mobiliser tout le peuple congolais derrière une seule femme ou un seul homme. Depuis l'annonce de la tenue de la présidentielle fixée au 20 mars 2016, les déclarations des candidatures se manifestent de plus en plus du côté de l'opposition. Tati Mabiala, secrétaire permanent de l'UPADES, parti de l'ex-président de la République Pascal Lissouba, Guy Brice Parfait Kolela, Claudine Mounari du mouvement de l'unité Solidarité et Travail, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major des forces armées et dernier proche du pouvoir à rejoindre l'opposition, sont déjà sur la liste des départs. Chacun, investi par son parti, veut tenter sa chance à la magistrature suprême lors de la prochaine élection présidentielle. Les lois et règlements de mon pays me donnent l'autorisation de pouvoir solliciter les suffrages de mes compatriotes s'agissant d'une fonction élective comme celle du premier magistrat du pays. Je suis un cadre qui a une certaine expérience et qui a suivi pendant plusieurs années les affaires de son pays et qui se rend compte qu'il est possible que moi je puisse apporter, en m'engageant bien sûr, de proposer à mes compatriotes des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.
Pour le pouvoir en place, les actes de candidature de l'opposition est un signe encourageant pour la démocratie congolaise. C'est un indicateur positif de l'adhésion de l'ensemble de l'opposition à la nouvelle constitution. Nous sommes en démocratie. Tout candidat, tout citoyen qui jouit de ses droits civiques et d'une intégrité morale et une santé vérifiée par les médecins qui sont assermentés a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. C'est une bonne chose pour la démocratie. La deuxième chose, je constate que par ces candidatures multiples, qui encore une fois vont plutôt dans le bon sens, celui du raffermissement de la démocratie, les tenants de l'opposition qu'on appelle radicale ont de fait accepté la constitution du 6 novembre 2015 qui avait été approuvée par le référendum du 25 octobre. Avec la multiplicité des candidatures à la présidence enregistrées au sein de l'opposition, beaucoup d'observateurs estiment que la chance de l'opposition pour l'alternance au pouvoir en République du Congo est de plus en plus réduite. Pour l'opposition, l'égalité des chances et la transparence du scrutin sont des facteurs essentiels pour leur garantir la victoire. Les chances résident dans le fait que le scrutin en lui-même soit organisé dans des conditions où tout le monde part à cette compétition dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire de transparence, de crédibilité. Environ 9 candidatures de l'opposition sont déjà déclarées pour la présidentielle du 20 mars 2016. Des signes qui confirment la volonté de l'opposition congolaise à participer à ces scrutin qui va consacrer les débuts d'une nouvelle république. Cependant, les défis de l'opposition restent des tailles face à la majorité au pouvoir qui non seulement dispose des moyens nécessaires, mais reste unie et disciplinée. Samuel, on y revient sans cesse. On en a déjà parlé en première partie avec Jean-Marie. Sans candidature unique, l'opposition congolaise ne parviendra à rien, sauf à aider le président Denis Sassou Nguesso à se faire réélire. Oui, très clairement, je pense que plus il y a de candidats à l'élection présidentielle, moins il y a possibilité pour qu'un opposant puisse briguer la magistrature suprême. Mais rien n'est impossible. Encore faut-il que celui qui pourrait se permettre ou susciter l'adhésion des populations pour briguer la magistrature suprême, que ce dernier puisse mobiliser ou se doter de moyens, de capacités de mobilisation populaire importantes. En tout état de cause, quand on voit le calendrier électoral tel qu'il a été tripatouillé ces derniers mois, il est difficile d'envisager qu'un opposant puisse sortir du lot et puisse susciter l'adhésion des Congolais. Mais toutes les cartes peuvent être possibles. Il y a des candidats sérieux. Il y a le général Moukoko qui s'est présenté. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être un candidat sérieux. Il ne faut pas simplement voir la multitude de candidatures de l'opposition comme pouvant récupérer les voix qui ne seraient pas acquises à la place de la majorité présidentielle. Il faut aussi voir des gens qui ont un parcours institutionnel important et qui peuvent aussi susciter l'adhésion des populations qui seraient peut-être acquis à la cause de la majorité présidentielle. Donc il y a aussi là cet élément qu'il faut prendre en compte. Je partage le souci de l'opposition de voir des institutions, des organes qui sont chargés d'administrer le processus électoral indépendant, mais il ne faut pas qu'ils axent davantage leur stratégie sur la conditionnalité d'une élection transparente, parce que cela va limiter leur capacité à battre campagne, à aller vers les populations et à défendre leurs projets, ou alors à montrer les failles que présente ce régime qui est au pouvoir depuis quelques années maintenant. Jean-Marie, on y a cru un moment à cette plateforme Frocade ID, celle qui prônait l'unité au moment de la bataille contre le respect de l'ordre constitutionnel, multiplie aujourd'hui les candidatures à la présidentielle. Comment cette plateforme est passée de l'unité à la division en si peu de temps? Que s'est-il réellement passé? C'est la question qu'on peut se poser, Amira. La stratégie politique est très très difficile à mettre en place dans la mesure où vous n'avez pas un programme commun. C'est-à-dire, dans les oppositions en Afrique, on oublie toujours une chose, c'est que les institutions démocratiques fonctionnent à partir des programmes. Si vous n'avez pas de programme, toute unité, toute tentative d'unité, de mon point de vue, ce sont des unités qui sont faites des unités de façade de mon point de vue. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous avez un programme commun que vous posez sur la table, les différents participants, comment dirais-je, à ce
plateformes communes-là, c'est-à-dire savent qu'ils ont un texte à respecter. Mais quand vous n'avez pas un texte qui soit vraiment profond, je parle bien de la dimension programmatique de la chose, pas tout simplement se dire, bon, on se réunit pour essayer de nous opposer au président Sassou pour qu'il ne soit pas réélu. Il faut avoir de la matière à proposer à la population, parce que les populations africaines ne sont plus, comment dirais-je, des populations qui n'ont pas, qui ne saisissent pas la chose politique. Elles la saisissent relativement bien aujourd'hui. Et vous avez dans certains, quand on lit certains articles concernant, c'est-à-dire cette alternance-là, on s'aperçoit quelque part que les populations s'aperçoivent que même en face, si vous voulez, les oppositions que nous avons en face, n'ont pas une dimension programmatique qui permet l'adhésion dont parlait Samuel là tout à l'heure. Faute de cette adhésion-là, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir, qui vont déjà avec un avantage concurrentiel politique affirmé parce qu'ils maîtrisent l'appareil d'État. Donc à partir de là, si les gens qui sont, c'est-à-dire les opposants qui sont en face ne se rendent pas compte qu'ils partent dans cette lutte-là, déjà désavantagés au départ. Le seul avantage qu'ils peuvent se donner, c'est essayer de créer une coalition et une réelle coalition qui propose quelque chose, si vous voulez, aux populations et non pas tout simplement essayer de dire que bon, le président il est là depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Samuel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un problème d'ego au-delà du problème d'organisation? Oui, il y a certainement un problème d'ego, mais je pense que quand l'ego prend le pas sur les possibilités qui s'offrent à l'opposition, je pense que c'est un ego qui ne mérite pas, qui n'a pas sa place dans la bataille électorale. En politique, rien n'est définitivement acquis et l'humilité aussi s'impose aux acteurs politiques, surtout quand ils voient très bien que le rapport de force leur est défavorable. Il y a en face un camp des adversaires qui bénéficient de l'appareil de l'État, qui ont une assise institutionnelle suffisamment étoffée et qui ont le pouvoir, la possibilité d'utiliser les moyens de l'État pour battre campagne, pour promettre des choses à la population que l'opposition n'a pas. Je pense que pour que l'opposition soit beaucoup plus, pour que l'opposition soit beaucoup plus crédible par rapport à la population, il faudrait qu'elle puisse bien étudier les cartes de l'adversaire, car en politique, pour pouvoir réussir, il faut connaître les cartes de son adversaire. Et malheureusement, l'opposition n'a pas toujours cette capacité d'anticipation qui lui permet de lire sur le comportement de son adversaire. Il ne faut pas simplement s'arc-bouter sur les questions relatives au calendrier électoral. Il faut davantage travailler l'enracinement au niveau des populations, travailler l'intérêt, susciter l'intérêt des populations dans le cadre du programme qu'on veut mettre en œuvre. Il y a beaucoup de failles au sein des gouvernements africains. Il faut tout simplement savoir comment parler aux populations. Je suis d'accord avec Jean-Marie quand il parle de la maturité des populations africaines. Il y a plus d'Africains qui vont à l'école. Il y a plus d'Africains qui sont capables d'apprécier aujourd'hui la politique gouvernementale d'un régime. Il y a des Africains aujourd'hui qui sont capables de reconnaître leur statut social. Il y a des Africains qui sont capables eux-mêmes de parler de leur protection sociale. Et donc sur ce plan, on n'a pas besoin de donner de l'argent aux gens. Il suffit simplement d'avoir une philosophie politique qui leur permet de susciter l'intérêt des populations. Et c'est à ce niveau-là que l'opposition, parfois en Afrique, pêche parce qu'elle manque cruellement un discours qui puisse être autre chose que ce qu'on entend de la part des autorités gouvernementales. Oui, Jean-Marie, il y a même une partie de l'opposition congolaise qui a appelé au boycott des élections. Est-ce que vous comprenez cette attitude ? Pour moi, je ne comprends pas cette attitude-là. C'est-à-dire, participer à des élections, renforcer les institutions d'un pays, ça passe par le biais de quoi? Ça passe automatiquement par le biais des élections. Donc, quand vous jouez à la politique de la chaise vide, il ne faut pas que nos oppositions se plaignent par la suite, se disent que oui, des gens dans le camp d'en face trichent. Donc, il faut d'ailleurs mettre en place des stratégies politiques efficaces qui puissent vous permettre d'arriver au pouvoir. Et dès l'instant que vous ne mettez pas ça en place, vous donner l'avantage au camp que vous avez en face, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à présenter aux populations qui soient crédibles. Et pour rebondir sur ce que Samuel disait tout à l'heure, j'ai l'impression que nos oppositions sont restées dans les logiciels des années 60 et un peu dans les années 70, sans chercher, c'est-à-dire à exploiter ce que
Samuel a exposé tout à l'heure, c'est que nous avons des populations africaines qui sont de plus en plus matures aujourd'hui, de mon point de vue, hein, qui sont de plus en plus matures et que les oppositions sont encore plus immatures que ces populations-là. Alors que quand ils mènent, comment dirais-je, leur réflexion pour construire les stratégies politiques à mettre en place, j'ai l'impression qu'ils oublient que face à eux, ils ont des populations qui sont suffisamment matures, qui sont capables de discerner, c'est-à-dire les programmes des uns et des autres. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.